Chers auditeurs, bonsoir sur la radio du Bonnet des Patriotes. Ce soir avec nos panélistes, Victor Rumilly, bonsoir. Bonsoir. Avec Mike Deschamps, bonsoir. Bonsoir. Et avec Jean Saint-Ambroise. Il faut dire bonsoir. Il faut dire bonsoir maintenant. Bonsoir. Tête de nœud. Bonsoir, mes amis. Georges Van Pelt au micro. Ce soir, on va parler bilinguisme, on va parler langue, on va parler minorité francophone au Canada et on va parler de leur relation avec le Québec. Victor Rumilly, tu veux nous en toucher un mot? Oui, tout à fait. Donc, je vais y aller en 4 points. Le premier point est le tribalisme. Le tribalisme des minorités francophones. On en parle... je pense que, premièrement, les Québécois sont assez étrangers à ce que peut être la vie des minorités francophones, la réalité, parce que, bon, déjà, au Québec, nous sommes majoritaires dans la province, ce qui change beaucoup les perspectives, les façons de faire la politique, ça, alors que, bon, dans chaque province, il n'y a que le Nouveau-Brunswick qui est bilingue, et les autres provinces, officiellement, sont unilingues anglais, mais il survit des petites communautés à travers ces provinces qui parlent français. Donc, le premier point, c'est le tribalisme. Deuxième point, le bilinguisme. Disons, peut-on exécrer le bilinguisme, comme beaucoup de Québécois? C'est-à-dire, le bilinguisme, au Québec, ça fait longtemps qu'on le dénonce parce que, généralement, le bilinguisme, c'est pour imposer de l'anglais, alors que l'anglais, on finit par le parler malgré nous, parce que c'est la langue du marché. C'est la langue pour faire de l'argent. La langue de Dieu. Oui, c'est la langue de l'univers. Aussi, exactement, ouais. Ça commence à ressembler pas mal à ça. Comment peut-on exécrer le bilinguisme et être sympathique à la cause des minorités francophones? Parce qu'il faut dire que quand vous allez, que ce soit au Nouveau-Brunswick, les différentes parties, c'est-à-dire au Nouveau-Brunswick, je parle de la partie francophone. Si vous allez à Caraquette, un peu Tracadie, Shediac, dans le sud, Moncton, Dieppe et Edmundston. Si vous parlez contre le bilinguisme, ils vous aimeront pas trop. Même si vous avez les meilleures intentions du monde, vous parlez contre le bilinguisme, bonne chance. Bonne chance. C'est vraiment un sujet qui est tabou. Eux le voient comme vraiment une panacée pour leur communauté, une manière de survivre. Moi, personnellement, je crois que c'est de la poudre aux yeux pour ces communautés-là. C'est-à-dire que on leur fait miroiter des droits linguistiques, mais en même temps, il y a une assimilation qui est quand même assez rapide au Nouveau-Brunswick, il est peut-être un peu moins rapide que dans les autres provinces, c'est-à-dire l'Ontario, le Manitoba principalement. Bon, les autres provinces, c'est vraiment, vraiment minoritaire. Là. On parle de 1% qui parle français, tout ça. Troisième point, est-ce que Doug Ford est le gros méchant loup? Moi, je pense que Doug Ford a fait un constat. C'est pas pour casser du sucre sur le dos des minorités francophones. C'est-à-dire que les minorités francophones sont dans un nombre comparable aux Chinois. Je veux dire, ça, c'est un constat, c'est malheureux, puis ça. Et si vous êtes ce qui m'amène au quatrième point, mais si vous êtes pour le multiculturalisme, forcément, le bilinguisme devient obsolète. C'est-à-dire que le multiculturalisme, c'est accorder des droits à chacune des cultures. Et pas de droits supplémentaires aux deux peuples fondateurs, c'est-à-dire anglophones et francophones. Et donc, les minorités là-dedans sont oubliées. Mais vous n'entendrez jamais les gens de l'élite des minorités francophones, qui sont souvent des élites libérales, des avocats, des enseignants d'université. Des fois, bon, il y a des universités. Il y a l'université à Moncton, il y a des campus à Edmundston et à... C'est quoi le village? Chipagan. Il y a un collège, l'université Laurentienne, je crois, qui est franco-ontarienne. Enfin. Bref,
vous n'entendrez jamais les élites des minorités francophones dire « je suis contre le multiculturalisme ». C'est-à-dire, peut-être parce qu'ils n'ont pas les reins assez solides pour le dire, mais non. Alors que pourtant, le bilinguisme et le multiculturalisme sont totalement contradictoires. C'est-à-dire, à partir du moment que les droits de chaque culture, même celle qui a 10 habitants dans une communauté quelque part reculée du Canada, a autant de droits qu'une communauté ça fait 400 ans parce que faut bien dire que les Français sont arrivés au Canada dans le Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick avant les Anglais, premièrement, et même avant au Québec. C'est-à-dire c'est un territoire, l'Est du Canada, qui a été découvert avant même le Québec. Donc, je peux, d'une certaine manière, il peut avoir, comment dire, eux sont vraiment de plein droit peuple fondateur. Mais en même temps, si t'es pour le multiculturalisme, ben, t'es favorable à ce que toutes les cultures soient traitées de manière égale. Et c'est là le problème. C'est là qu'ils ont un peu de difficulté à dire le multiculturalisme, on est contre. Je veux dire, la petite députée là, qui s'est rebellée contre Doug Ford, elle n'a pas dit moi je suis contre le multiculturalisme. Non, elle a dit on veut des droits, nous, les Franco-Ontariens. On a le droit à... Oui, si tu veux avoir des droits, sois contre le multiculturalisme. C'est là que tu vas briser la chaîne idéologique qui mène à un retrait de droits aux minorités francophones. C'est en disant, voilà, le multiculturalisme, c'est un problème. Mais, bon, voilà, ils ne le font pas. Quand on est dans une minorité... Oui, vas-y, Van Pelt. Excuse-moi, avant d'entamer le débat, je commencerai pas par des opinions. Je propose de faire un petit glossaire. D'accord. Redéfinir les termes, c'est toujours sain pour le débat. Afin qu'on comprenne bien les termes qu'on va utiliser, ce qu'ils contiennent, qu'on n'utilise pas un mot à la place d'un autre. Ok. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut utiliser les mots en sachant ce qu'ils contiennent, C'est bon. en connaissant leur substance. D'abord, le bilinguisme. Bi, c'est deux, linguisme, c'est langue. Bilinguisme, ça veut dire deux langues. Quand on dit qu'un pays est bilingue, ou qu'une province est bilingue, on parle pas, évidemment, de ses institutions, ça parle à personne. On parle du peuple. Non, on parle des institutions. Non, on parle des institutions. C'est-à-dire que le Canada est bilingue, non pas... Excuse-moi, attends. Le Canada n'est pas bilingue. Oui. Le Canada a deux langues officielles. C'est pas la même chose. Si tu dis que le Canada est bilingue, ça veut dire que sa population est bilingue. C'est pas le cas. Il y a des provinces qui parlent anglais majoritairement. Il y a une province dont la seule langue officielle est le français, c'est le Québec. Il n'y a qu'une seule province au Canada qui se revendique des deux langues, et donc qui se revendique du bilinguisme, c'est le New Brunswick. Oui, mais l'État canadien, comme quand tu ouvres à deux langues officielles. À deux langues officielles. Il n'est donc pas bilingue. Oui, il est bilingue. Il faut bien faire deux langues. Tu vas au Parlement à Ottawa, tout se passe dans les deux langues. Écoute. Les auditeurs seront avertis. Moi, en tout cas, je fais un distinguo entre avoir deux langues officielles et être bilingue. Mais c'est l'État qui est bilingue, c'est pas la population. Pour les institutions, je suis d'accord. Ils sont capables de donner des services dans les deux langues. Je suis d'accord. Après, on a des provinces qui sont majoritairement anglophones ou majoritairement francophones. Bon, pour mettre les choses à plat, donc c'est Jean Saint-Ambroise, enculeur de mouche en chef. Alors voilà. On va ramener ces jeunes personnes à la raison. Jean Saint-Ambroise. Le bilinguisme, en fait, ça a été mis sur la table, si je ne m'abuse, par Lester B. Pearson. Donc, c'est Pearson. C'est avant Trudeau. Donc, on a établi le bilinguisme. Une espèce de loi officielle, mais avec Trudeau, puis avec le chartisme de la Charte des droits et libertés, on tombe dans le multiculturalisme. Donc, on abolit le bilinguisme.
le bilinguisme demeure effectivement, comme disait Victor, une convention d'État. Mais ce qu'il faut dire, c'est pas juste bilinguisme, convention d'État, et dans les faits, comme disait notre Van Pelt, des provinces qui ne sont pas bilingues, enfin une majorité de gens dans le Canada anglais, effectivement, qui sont unilingues. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le multiculturalisme, qui est devenu une doctrine d'État, ben, le bilinguisme n'est plus possible. Il demeure une convention d'État officielle à Ottawa. C'est parce que Ottawa, c'est comme le Canada de façade, la convenance. Mais le Canada réel n'est pas à Ottawa. Ottawa me fait penser souvent à Bruxelles en Europe. Parce que le Canada, il ne faut pas oublier que c'est gros. Hein? Ça ressemble un peu à l'Europe. C'est énorme. Ottawa, c'est vraiment comme la Commission européenne. C'est ça qui est particulier ici. On ne peut pas comparer le Canada à l'Espagne, à la France, à l'Allemagne. C'est une fédération de fer. Le Canada n'est pas une vraie nation. C'est un dominion qui appartient toujours à la couronne britannique. Et c'est un régime fédéral. C'est pas une confédération, première des choses. Beaucoup d'Européens s'imaginent que le Canada est une confédération. On a signé le pacte confédéral de 1967. Ce n'est pas une confédération, c'est une fédération. Et contrairement aux fédérations américaines ou russes, surtout en Russie, cette fédération-là a beaucoup de dispositions qui fait qu'on arrive quand même à faire percoler les pouvoirs centraux vers les régions. Au Canada, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un régime fédéral. Et c'est une fédération qui est très forte, qui est très centralisatrice. Et ce qui fait que Ottawa est comme Bruxelles. Bruxelles, ça n'a rien à voir avec Paris. Ça n'a rien à voir avec Madrid. C'est vraiment une espèce de ramasse. Et c'est ça, mais je pense que tous les deux, Van Pelt et Victor, vous l'avez un peu résumé dans vos mots, là. Ottawa, c'est pas la réalité du Canada. Et avec le multiculturalisme, effectivement, on tombe dans un dogme qui fait que toutes les cultures peuvent cohabiter. Donc, on n'est même plus dans le dogme officiel du bilinguisme. C'est ça qu'il faut dire, il faut expliciter. C'est qu'on a un dogme officiel du bilinguisme, mais qui est caduque. Maintenant, ce qui fonctionne, c'est le multiculturalisme. Et ça ne va pas ensemble. Et dans le fond, de facto, la langue officielle, c'est l'anglais. C'est tout. Ouais. Et le Québec, c'est la partie résiduelle de la Nouvelle-France. Faut pas choquer les Franco-Canadiens. On ne dit pas, nous, le Québec, nous sommes la Nouvelle-France, vous êtes rien du tout. C'est pas ça le discours. C'est que nous sommes la partie résiduelle. C'est comme une poche. C'est quand même assez gros, le Québec, où il se trouve que c'est là. Bon. Maintenant, c'est vrai que les minorités franco-canadiennes, ontariennes et tout, sont comme des minorités de blocage, comme on dit. Et c'est ça le problème. Ce sont des minorités de blocage. Et il y a quelqu'un sur le site Vigile qui a mis les cartes sur la table, qui a dit la problématique, c'est qu'on a des franco-canadiens contre les anglo-québécois. C'est ça qu'on a oublié on n'a pas abordé encore dans notre discussion. Non. Oui. Ben oui, parce qu'on a une minorité de blocage au Québec, ben oui, qui est le West Island, comprends-tu? Oui. Ben oui. Non, mais je vois pas. C'est qu'il y a un deal. C'est qu'il y a un deal entre les minorités francophones hors Québec et la minorité dominante, la minorité anglophone du West Island. Ça, c'est... Il n'y a pas d'affrontement, ils sont ensemble, c'est ça. Oui, c'est des gens sur Vigile comme Pomerleau ou Gilles Verrier qui ont un peu énoncé ça. Et donc, c'est perfide. Parce que, tu sais, l'État central à Ottawa utilise ce ballon. C'est ce que j'allais dire. Et voilà, et c'est là qu'il faut qu'on... Moi, je voulais faire dériver la discussion là-dessus. Et nous, au Québec, c'est pas qu'on n'a pas de doléances ou de reproches à faire aux Franco-Canadiens. On leur dit, faites attention, le fédéral vous utilise comme monnaie d'échange versus notre minorité de contrôle anglo. Aujourd'hui, les minorités francophones sont un peu comme les Amérindiens, c'est-à-dire une manière de donner bonne conscience aux anglophones, alors qu'ils nous ont toujours... Québécois comme minorité francophone, ils ont toujours traité comme de la merde. Puis, c'est ça qui est choquant un peu d'un point de vue québécois. C'est pourquoi vous vous tournez... C'est-à-dire que moi,
j'ai vécu j'ai vécu à Moncton pendant 3 ans. J'aime bien. Je veux dire, il y a un côté un peu familial. Je veux dire, j'ai jamais vu c'est un peu très. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de bagarre. Si tu veux je veux être ami avec les Acadiens, pas de problème. Mais, par contre, des fois, allez pas faire des alliances avec les anglophones contre les Québécois, puis penser que nous autres, on va accepter ça, puis se dire « Oh, oui, ça va passer comme dans du beurre. » Ça vient un peu humiliant un moment donné, là, quand tu vois passer certaines petites alliances de ce genre-là, c'est... Ben, je crois qu'on est dans une position, OK, au Québec, où on ne peut pas faire autrement, surtout maintenant avec le gouvernement Legault, qui est quand même fort. On va dire on a une gouvernance autonomiste, OK, qui n'est pas souverainiste, mais qui est autonomiste. Le Québec essaie de rapatrier des leviers, tu sais, de gouvernance. Donc, il faut rapatrier nos leviers. Et maintenant, les Franco hors Québec, oui, on les appuie, mais on peut. L'idée, c'est pas comment je pourrais vous dire, c'est pas de faire leur carte volonté ou de les dénigrer. C'est de dire, nous, au Québec, on a des revendications à mener de front. Maintenant, on peut vous appuyer, vois-tu, en marge. Mais si vous voulez rentrer dans un bargain de maquignonner, si vous voulez dealer, tu sais, si vous voulez non, on n'embarque pas là-dessus. Tu sais, le Québec. Et si vraiment c'est invivable pour vous hors Québec, venez-vous-en au Québec. Parce que ça, même Legault n'en parle pas. Personne n'en parle. Tu sais. On parle de diminuer l'immigration au Québec. Ben pourquoi pas l'immigration qui proviendrait du Canada? Oui, c'est vrai. Avant des tamouls, et c'est pas raciste de dire ça, c'est tout. C'est-à-dire que ça serait plus facile de s'entendre avec les minorités francophones, j'imagine. Ben voilà. Qui peuvent avoir de la difficulté à vivre dans certaines provinces parce qu'il n'y a pas de service français. Et voilà. La vérité, c'est que des fois, on dirait qu'il y a des moments où ils se complaisent dans cette je sais pas, victimisation. Hein. Il y a un petit côté... j'ai dit qu'ils étaient tribaux, puis on dirait qu'il y a une petite victimisation chez les Acadiens, chez les minorités francophones en général. C'est-à-dire, il y a le mythe... si vous écoutez l'hymne national quasiment de l'Acadie, qui est la chanson de Évangeline, qui a été composée par Longfellow. D'ailleurs, c'est un anglais qui a composé. C'est quand même particulier. Et ça parle d'un retour, parce qu'il y a eu le 1755. 1755, c'est la date du grand dérangement. C'est un peu leur mythe fondateur en Acadie. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se sont fait envoyer en Louisiane, en sur Georgie, des coquilles de noix. En Georgie, et même il y a certains Acadiens qui ont été déportés jusqu'à Haïti. D'ailleurs, Michael Jean a des ancêtres acadiens. Ça, il n'y a pas grand monde qui le savent. Des ancêtres, il faut... Je rebondis en disant, t'as dit, Victor, victimisation, mais ce sont aussi bel et bien des victimes. Oui. Non, mais c'est ça. Non, mais ce sont des victimes sans se prendre pour des victimes. Ils sont et elles sont des victimes. Ne pas se complaire là-dedans, c'est ça qui est... Non, mais moi, je ne fais pas ce rapproche-là parce que peut-être que nous aussi, on tomberait dans le même panneau si on était à leur place. Regarde, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais ces gens-là sont vraiment des victimes, bel et bien des victimes. Maintenant, nous, au Québec, pour l'instant, je ne dis pas qu'il faut les sacrifier, mais tu vois, on ne peut pas rentrer dans un deal, on ne peut pas rentrer dans un bargain avec ces gens-là comme monnaie d'échange. Il faut d'abord qu'on sauve notre peau au Québec. Parce que là, moi, je ne leur reproche pas de se poser en victime ou je ne leur reproche pas même de nous faire un peu de chantage, je peux comprendre. En fait, moi, comment je pose la chose, c'est que je dis, si le Québec devient faible, ces gens-là vont mourir, vont disparaître. Mais ils ont un orgueil de victime. Ils ne veulent pas l'admettre, ça. Tu vois? Ils nous font du bargain. Et non, on peut très bien survivre sans le Québec grâce à ce que tu avais dit au tout début de l'émission.
espèce de politique le dogme du bilinguisme, mais qui ne fonctionne pas avec le multiculturalisme. Et au contraire, ils ne peuvent pas survivre sans le Québec. Pas parce que nous, le Québec, on est nombrilistes. C'est parce que nous sommes une masse critique. C'est ça qui est triste. Il faudrait que... J'aimerais tellement ça que des gens hors Québec m'entendent. C'est pas qu'on est meilleur qu'eux, c'est que la masse critique est ici, c'est tout. C'est un pouvoir d'attraction. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec être nombriliste et qui est le meilleur, qui est le plus résilient. Comment peux-tu être résilient quand tu es 0,5 %? Ici, au Québec, on est quand même 78 % de souche. Et même des francophones, on ne le dit pas assez souvent, on est quand même 85 à 87 % au Québec. Parce qu'on confond souvent francophones et de souche. Il y a beaucoup de francophones encore. Donc, on a une masse critique, il faut la maintenir. Et maintenant, tant mieux si on peut faire une pression sur le Canada pour qu'il respecte et traite mieux ces minorités francophones hors Québec. Mais on ne peut pas, nous, faire les frais d'un chantage, d'un leverage. On peut dire qu'ils sont un peu des minorités francophones, sont des Canadiens errants. Oui, absolument. Oui. Faire un parallèle avec... Bon, nous sommes des Canadiens. Ouais, non, mais... Ça faisait penser à ça, le comité de lumière, hein, effectivement. Avec un État et puis une diaspora à l'extérieur. Oui, mais c'est ça. Et les minorités, petite précision, la politique ne joue pas de la même manière. Il faut bien le préciser. Et quand on pourrait bien vouloir qu'ils se joignent à nous ou mais eux sont vraiment... C'est-à-dire que la politique, leurs politiciens font en quelque sorte je parle des politiciens pour lesquels ils votent. C'est plus une job de façade. Eux, c'est beaucoup les groupes de pression, c'est beaucoup la société civile. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que c'est les groupes de pression et c'est pas le politicien qui a été élu qui fait que leurs droits sont augmentés. Si par exemple un certain Leblanc, comment il s'appelle, le père de Dominique Leblanc, Dominique Leblanc qui a été député, qui était très ami avec Trudeau, d'ailleurs la Trudeau-mania, très fort en Acadie, alors qu'au Québec, il n'y a pas de Trudeau-mania, zéro. Comment il s'appelait, Leblanc, qui a été gouverneur général. Oui, il a été gouverneur général. Il y a un Acadien qui a été gouverneur général. Ça peut... c'est-à-dire que c'est des façades, mais eux, leurs intérêts sont avancés par des groupes de pression et ça prend une solidarité très, très forte pour faire avancer les idées. Et la manière de faire un peu québécoise, où ce que l'individu arrive à faire valoir ses intérêts, ne fonctionne pas dans ces communautés-là. Là, l'intérêt du tribalisme, pour eux, mais ça va être difficile. Admettons que les minorités francophones reviennent au Québec, ils pourront plus agir en tribaux. Puis nous, si on va les chercher, qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on fonctionne de la même manière, on est vraiment distincts d'eux. Mais moi, je crois que oui, on pourrait ouvrir la porte à ce que des minorités francophones hors Québec reviennent au Québec, parce que au niveau historique, nous sommes des Canadiens français, autant les Québécois que les minorités hors Québec. T'sais. On dit Québécois parce que nous sommes dans la province de Québec, sur le territoire du Québec, mais on est fondamentalement des Canadiens français ou des Français d'Amérique, si tu veux. Bon. Moi, pour les avoir fréquentés, je vais te dire, bien franchement, là, les Acadiens, pour moi, je me suis reconnu plus dans les Français que dans les Acadiens. OK. C'est très différent. Oh. Non, je te jure, c'est vraiment différent. Non, mais on a une racine. Mais ce qui manque dans tout ça, je trouve, c'est... ce qui manque chez les Canadiens français, là j'inclus les Québécois, là, c'est la volonté de puissance. Non, on va parler de politique. La volonté de puissance. Oui, au sens... Nietzsche. Oui. Nietzsche, oui. Oui, la volonté de puissance. Parce que dans une optique de volonté de puissance, le Québec devrait se consolider, OK? Et même viser à prendre l'expansion. Donc je dirais premièrement justement le Nouveau-Brunswick.
Donc, autrement dit, dans une volonté de puissance, le Nouveau-Brunswick deviendrait un Québec 2.0, deviendrait le Québec. Une région du Québec. Oui. Ou une Oui. province. Et parce que là où les Québécois dorment au gaz, c'est qu'on ne réalise pas que dans toute l'Amérique du Nord, nous sommes l'unique nation. L'unique. Même les Premières Nations, c'est éparpillé, c'est des agrégats. L'unique nation qui a perduré. Tu n'as pas ça aux États-Unis. Tu as des WASP, tu comprends-tu? Tu as une certaine bourgeoisie juive ou anglo-protestante ou néo-immigrante, mais c'est éparpillé. Tu n'as pas de nation. L'unique nation au nord du Mexique, qui a perduré, c'est le Québec. Tu vois? C'est la nouvelle. Les Suédois, les Allemands, ils ont tout disparu. On va dire la Nouvelle-France qui est concentrée sur le territoire du Québec. Bon. Et donc, on a ici une fenêtre d'opportunité qu'on ne saisit pas. C'est pas, le débat n'est pas sur les signes religieux. Là, je ramène des minorités hors Québec au Québec. C'est pas sur les signes religieux, c'est pas sur les quotas d'immigrants, c'est pas sur la péréquation. Le débat fondamental, c'est que le Québec, c'est la dernière nation. Et je ne dis pas ça par chauvinisme, c'est un fait anthropologique. C'est la dernière nation vivante en Amérique du Nord. Alors, on a un pouvoir extraordinaire. On pourrait même avoir un espèce de petit De Gaulle québécois qui dirait « On va reconquérir, tu comprends, la Nouvelle-France, toute la côte Est. On va commencer par le Nouveau-Brunswick, le Vermont, une partie de la Nouvelle-Angleterre. Tu sais, on va les reconquérir pas par la force des armes, par le doux commerce, tu vois, par l'hydroélectricité, etc. Et on va, un peu comme la Reconquista des Hispanos, Oui, comprends-tu, au Nouveau-Mexique. Hein, c'est le Nouveau-Québec de l'Euphrate au Nil. Oui. Oui, qui réjouirait Mathieu Bocco. Je laisse la parole à notre animateur. En fait, moi, je pense qu'on a un peu fait le tour. Il y a un point sur lequel j'aimerais bien que... là, ça serait vraiment un point différent qui concerne peut-être plus sur la langue. Puisqu'on sait qu'au Nouveau-Brunswick, il y a le chiac. D'ailleurs, il y a un livre, pour ceux qui le savent pas, le seul prix Goncourt canadien de l'histoire, c'est une Acadienne, qui est Antonine Maillet, le livre Pélagie la Charrette, en 81-82, je crois, dans ces années-là, dans ces eaux-là. Et est-ce que ce genre de... La question que je me pose et que je pose ici, est-ce que le chiac c'est quelque chose qui doit être entretenu ou vraiment à condamner vertement? Je parle comme mon nom. Ok. C'est mon opinion. Tout le monde peut se faire sa propre idée. Non mais regarde, je le fais dans l'intérêt supérieur des francophones d'Amérique du Nord, d'accord? D'accord. Je suis très bienveillant envers toutes ces communautés-là. D'ailleurs, salutations à tous nos amis des communautés francophones d'Amérique du Nord. Le chiac, c'est ce qu'on appelle le franglais, quoi. D'accord, c'est au Nouveau-Brunswick, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une forme de franglais, mais... Regarde. J'ai vu des documents consacrer le chiac comme une variante régionale du français. Ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule, quoi. On sait ce que c'est une variante régionale du français. Et ce n'est pas un français moribond ou un français muté sous l'influence de l'anglais impérieux. Ce n'est pas ça. Un français, qui est surchargé d'anglicisme, d'emprunt à l'anglais, par manque de vocabulaire, qui utilise une langue seconde comme ressource linguistique, ce n'est pas ce que moi j'appelle une variante régionale du français. Une variante régionale du français étant une langue vivante, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais langue vivante, ça crée des néologismes. Ça crée du vocabulaire régional.
Excuse-moi, je termine juste. Ouais, non, mais c'est-à-dire que je pense que pour continuer sur ton point, il faut que je donne des informations. Une petite distinction, c'est que actuellement, c'est vrai qu'il se développe un franglais. Tout à fait raison que ça, C'est ce qu'on appelle le chiac. Non, c'est le chiac. Vraiment, j'ai écrit dans un journal qui s'appelait Le Moniteur acadien. Il y avait une chronique en chiac. Je veux dire, si ça avait été du franglais, je l'aurais compris. Je l'aurais comprise, la chronique. Là, je ne la comprenais pas. Ce qui signifie... C'est-à-dire que c'était vraiment... C'est-à-dire des vieilles expressions françaises. Ok. Du vieux français avec... Encore... Des tournures de phrases. D'accord. C'était vraiment quelque chose d'autre que du franglais. Alors, encore une fois, et pour pas qu'il y ait de malentendus, il faut redéfinir les termes à chaque fois, n'est-ce pas? Pour pas qu'il y ait de malentendus. Moi, je suis pas en train de parler d'une variante régionale qui se trouverait dans une région du Québec ou au Nouveau-Brunswick. Mais bien de ce que certains blogueurs sur YouTube appellent le chiac et qui n'est en réalité que du franglais, c'est-à-dire un français appauvri et muté avec de l'anglais, c'est-à-dire un français qui est plein d'anglicismes et plein d'emprunts à l'anglais. Et que certains essaieraient de nous faire avaler comme une variante régionale du français. Je dis, moi, qu'il ne faut pas mélanger les deux, et que quand une langue est moribonde, il faut le dire. Ça fait pas variante régionale. Ben, pour terminer, moi, je vais rebondir là-dessus en disant que chiac ou pas chiac, le chiac, c'est comme la langue créole d'Haïti, OK? Ben, en Haïti, l'élite, quand elle veut s'adresser à la francophonie, elle parle pas le créole, elle parle le français. Point barre. Elle parle le français avec des variantes haïtiennes, comme au Québec, on parle un français québécois. Hein? Donc, et comme il y a des Acadiens qui parlent un français acadien, qui parlent ni le chiac, ni le franglais, qui parlent un français avec un accent du Nouveau-Brunswick. Bon, on parle français ou on parle pas français. Ça n'empêche pas qu'il y ait, je sais pas moi, au Québec, on a eu à un moment donné une tentative de... non, mais il faut pas mêler les cartes. Là. Au Québec, on a eu une tentative à un moment donné avec le joual, de créer une langue populaire de toute pièce. Ça n'a pas pris. Où il y a des gens qui pourraient vouloir nous ramener au vieux français de l'époque de Rabelais. C'est fini. C'est fini. T'sais. Pour moi, le chiac, c'est comme du français de l'époque de Rabelais. Puis, il y a un peu de franglais là-dedans. Parce que moi j'ai jamais vécu au Nouveau-Brunswick, mais j'ai écouté plusieurs vidéos de chiac. Et puis, effectivement, il y a du franglais là-dedans. Il n'y a pas que du vieux français acadien. Je vais lire une phrase de... Oui. Non, mais ceci étant dit, je veux que les gens sachent. Pour terminer, non, mais pour moi, Antonine Maillet, c'est un coup, le même coup monté que Tremblay. Oui, Tremblay ou, comment il s'appelle, notre haïtien québécois qui est rendu Danny Laferrière. Voilà. Ce sont des coups montés, je dirais, mondialistes, carrément, qui viennent de la France, mais tu sais, dans une optique macronienne, une optique... sont des coups montés. Explique, parce que... Ben, Pélagie la Charrette, pour moi, c'est intéressant, mais c'est certainement pas l'œuvre majeure Non, c'est même pas l'œuvre majeure. Non, mais du monde francophone, non, mais d'Amérique du Nord. C'est une œuvre mineure. Donc, Antonine Maillet, ce n'est même pas son œuvre majeure. Non, mais ce que j'explique, c'est que tout ça a été récupéré, instrumentalisé. Ben oui, c'est politique. Et voilà. Et donc, pour terminer, moi, le chiac, je veux pas faire grincher des dents, mais le chiac m'indiffère totalement. Donc, moi, je suis pas pro contre chiac, c'est pas ça. Moi, je suis pour le français, parler français, écrire le français en Amérique. Maintenant, il y a des variantes, tu sais, il y a des patois, il y a des dialectes. C'est correct, on va pas partir, c'est déjà assez dur de survivre en français. On va pas partir des querelles. Si les gens veulent maintenir une tradition du chiac, j'ai rien contre. Pourquoi pas? Mais on va pas commencer à dire, ben là, il y a le français du Québec, il y a le chiac. Je pense qu'au niveau de la francophonie, à un niveau international, le français tel qu'il est pratiqué au Québec ou même au Nouveau-Brunswick, en dehors du chiac, ben, c'est nettement plus intelligible.
Je vois pas qui peut comprendre le chiac. Je vois pas si on s'en va à un débat à Madrid entre nations francophones, qui va comprendre le chiac. Il faut quand même être sérieux 2 secondes. Non, mais moi, c'est Voilà. pas ça que je défends. OK, d'accord. Non, mais... C'est depuis tout à l'heure que... Non, c'est absolument pas ça. C'est que les communautés locales Ouais. aient leur langage compréhensible, mais qu'entre eux. Ah, ben, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il faut pas qu'ils en soient gênés. Non, mais absolument pas. Non, mais si le chiac correspond à une tradition orale vivante, j'ai dit ça m'indiffère au niveau politique, mais il faut la maintenir, cette tradition. Qu'ils la maintiennent. Nous, au Québec, on n'a pas... c'est un débat qui est un peu étranger. C'est tout. Ouais, Nous, c'est vraiment... Nous, on se bat pour le français. On se bat pas pour on se bat pas pour le joual ou le chiac ou le patois ou le créole. C'est tout. La langue elle a cela de particulier qu'elle est à la fois propre à chacun et extrêmement complexe. Tout le monde pratique la langue sans vraiment la connaître. La linguistique, c'est toute une science. Il faut redéfinir les termes à chaque fois. C'est pour ça que depuis le début de l'émission, je m'efforce de faire ce glossaire. Le chiac, quand il s'agit d'un parler régional, d'une variante du français, je l'accepte comme toutes les autres variantes du français. De la région d'où je viens, il y a d'ailleurs un accent assez, comme on dit, à couper au couteau, et c'est ce qui fait la beauté, la diversité du français. Mais lorsqu'on nous fait passer le chiac pour une variante du français, alors qu'elle n'est en fait qu'une langue appauvrie et ponctuée d'anglicismes, alors je dis non. Je voudrais dire quelque chose sur le... Est-ce que je peux livrer mon analyse pour en revenir aussi aux minorités francophones, pour en revenir au bilinguisme. Mais tu le liras. Mais tu le liras, je te le laisserai. C'est-à-dire que ça va influer ton point de vue sur ce que... Je n'influe pas mon point de vue. Tout ce qu'on a dit était jusqu'à présent. Écoute, on parle de bilinguisme, on parle de français, et on voit bien que depuis le début, on articule le français avec l'anglais. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Regarde. J'ai envie de citer Claude Agege. On lui excusera ses récentes sorties pseudo-sionistes là. Mais Claude Agege a sorti des livres, des essais et des analyses qui sont extraordinaires. Je pousse tous les auditeurs, j'encourage tous les auditeurs, qu'ils soient des communautés francophones en dehors du Québec ou pas, à lire ces essais. C'est extraordinaire. Claude Agege, professeur au Collège de France, linguiste, hyper polyglotte, dit: l'anglais d'aujourd'hui, c'est pas l'apanage du Canada anglais, du peuple du côté anglophone du Canada. Aujourd'hui, c'est le vecteur du néolibéralisme. Parler l'anglais, c'est parler le néolibéralisme. C'est parler la mondialisation. Partout où il y a mondialisation et partout où il y a multiculturalisme, il y a anglais. C'est ça. Mais à ce compte-là, on pourrait dire que parler le français, c'est parler les droits de l'homme. C'est pas mieux. Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Faudrait y penser. Peut-être on pourrait avoir une discussion là-dessus. Le fait est que la langue la plus diffuse au monde, pour l'instant, c'est-à-dire la plus apprise comme langue seconde, c'est l'anglais. Et la seconde, celle qui vient juste après, en termes de diffusion mondiale, c'est le français. Donc le français est le concurrent direct de l'anglais. Ce qui revient souvent dans le discours de certains, même de certains indépendantistes québécois avec qui j'ai des conversations, c'est que on nous impose l'anglais, on nous impose le bilinguisme à l'anglais. Donc, un peu par esprit de vengeance, il faudrait imposer aussi le bilinguisme, c'est-à-dire le français, de l'autre côté, chez les anglophones. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas les populations anglophones du Canada qui nous imposent l'anglais. Cette bataille-là, j'ai envie de dire, elle a été presque gagnée. C'est la mondialisation. C'est la marchandise qui nous impose l'anglais. Si nous, on l'a subi, si nous, on le subit, cet anglais, chez nous, au Québec,
Alors on doit aller vers l'unilinguisme, on doit aller vers, je veux dire, la promotion du français, comme pare-feu de l'anglais, comme protection contre le néolibéralisme. Est-ce que les minorités francophones du Canada devraient comprendre, c'est que le bilinguisme, ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Pourquoi faire subir aux autres ce qu'on nous fait subir chez nous? Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Ma dernière intervention, on va peut-être pouvoir conclure autour de ça, mais sur l'histoire de Doug Ford en Ontario. Non, mais on a un point intéressant là. Van Pelt, je t'écoute très attentivement. Il joue des crières. Le tam-tam. Le harcèlement. C'est une tactique pratiquée par nos maîtres anglo-saxons, mais aussi par aussi par les maîtres de l'Académie française. Jean-Saint-Ambroise. Mais voilà. Ceci étant dit, du haut de mon âge vénérable, je connais les détours, les petits raccourcis. Van Pelt a dit, c'est pas, si je traduis sa pensée, c'est pas les Anglo-Canadiens qui nous imposent l'anglais langue dominante. Dans le fond, c'est une langue qui est imposée par la mondialisation, mais c'est la langue des élites. Bon. Et là, c'est pour ça que je voulais terminer, prendre ce relais-là. C'est qu'en fait, dans le maquignonnage, tu sais, franco-canadien vs québécois, dans ce jeu d'influence malsain, ce qu'on oublie, qu'on nous faut oublier, c'est qu'il y a beaucoup de Canadiens anglais, des anglos, qui soient de souche des îles britanniques, OK, ou des immigrants de 2, 3, 4e génération anglicisés. Il y a beaucoup d'anglo-canadiens, ben, eux aussi sont victimes de mondialisation. Ouais. Ils parlent la langue dominante, c'est vrai, mais ça n'en fait pas d'eux pour autant des dominateurs, des dominants. Non, mais c'est pour ça que j'ai repris le flambeau de Van Pelt. Et c'est ça, et c'est là où est toute la perfidie de Trudeau. Quand Doug Ford a dit « Moi, je représente mes commettants de l'Ontario, qui sont majoritairement des Anglos. » OK? Et là, tout de suite, tu as eu le gouvernement Trudeau qui a dit « Non, nous, on défend les Franco-Ontariens. » Comprends-tu? Et j'ai rien contre les Franco-Ontariens. Mais tout de suite, ils ont joué le Joker, la carte, pour diviser. La carte. Alors que les Franco-Ontariens, dans l'esprit de Justin Trudeau, c'est pas une minorité qui appartient aux deux peuples fondateurs. Non. C'est juste une carte dans le multiculturalisme. C'est juste une carte comme une autre. Et Doug Ford, quelque part, a raison de dire, moi, d'abord et avant tout, je représente mes commettants ontariens. Le peuple. Anglo. Entièrement d'accord. Et voilà. Et dire cela, c'est pas dire, OK, on s'en tape des Franco-Ontariens, on les sacrifie. C'est pas ça. Mais c'est que là, au contraire, le jour où Doug Ford va faire un tandem avec Legault au Québec, comprenez-vous? Dire, voilà deux gouvernements populistes. Voyez-vous où je veux en venir? Qui représentent la volonté populaire contre l'oligarchie. Cela, naturellement, par voie de capillarité, va amener Doug Ford à assouplir ses positions et dire, OK, je veux bien considérer les Franco-Ontariens. Pas comme une pièce, une monnaie d'échange pour Justin, mais parce que c'est quand même des êtres humains, ils font partie de notre culture ontarienne et on va les écouter, on va faire quelque chose. Mais là, il ne sera plus pris en otage parce que là, la perfidie extraordinaire de Justin Trudeau, c'est de jouer les Franco-Ontariens contre les velléités populistes, comprenez-vous, et autonomistes de Doug Ford. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le panneau au Québec. On peut dire, nous, on soutient Doug Ford, pas parce qu'on fait un doigt d'honneur aux Franco-Ontariens, parce qu'on vous êtes rien du tout, on vous sacrifie. Non. Parce que justement, Doug Ford a une posture, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, populiste, régionaliste. Contre Trudeau. Et voilà. Le même ennemi que le même ennemi du Québec. Donc, voilà. C'est pour ça que je dirais qu'il faudrait d'abord et avant tout appuyer Doug Ford. Et ensuite, dire, attention, tu as quand même une minorité franco-ontarienne qui est importante, qui est une minorité qui fait partie de ce qu'on appelle une des deux nations fondatrices. Et nous, au Québec,
En plus, vous êtes collés sur nous, là. Tu sais, puis on fait du commerce avec vous. Il va falloir que tu la traites bien, cette minorité. Bien sûr. Mais il faudrait peut-être apprendre à articuler le politique de façon cohérente. Bonne soirée sur ce. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine Merci. émission de la web radio du Bonnet des Patriotes. Bonne soirée.